Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler en fait du déconfinement un petit peu et surtout d'un sondage plutôt, parce que c'est pas une étude, c'est un sondage qui a été fait sur l'impact du confinement sur l'alimentation des Français. Mais on va parler, il va y avoir plein de petits sujets annexes, on va dire. Ça va être le gros dossier du podcast. Également, ce que je voulais partager avec vous avant de démarrer, c'est tout simplement la formation que j'ai sortie cette fin de semaine dernière, donc dimanche dernier. À 9h est sortie une formation sur l'importance de la force musculaire et qui sera aussi, il y a un côté pratique et un côté théorique, c'est-à-dire que je vous donne clairement un programme pour développer votre force, mais on n'est pas du tout, et là c'est pour ça que je vous invite à aller lire l'article, parce qu'il y a avant la formation, il y a un article assez intéressant sur la perception de la force actuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en réel, que ce soit vous-même, etc. Et je pense que c'est intéressant au moins de lire l'article, il est en version 100% gratuit de toute façon, parce que je trouve que la force, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans les salles de sport, c'est complètement faux, la façon dont on l'aperçoit, et le but, finalement, la clé, le résultat, le bénéfice de la formation que je propose, c'est de devenir plus fort que soi, et pas plus fort que les autres, mais plus fort que soi. Et surtout, j'insiste beaucoup sur les avantages psychologiques et physiologiques de devenir plus fort. Et c'est pour ça que ça sert à rien, une fois que vous aurez pris de la force, de vous comparer aux autres. Le but est toujours de vous comparer à ce que vous étiez hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 1 an, etc., etc. Bref, le lien pour lire cet article-là est dans la description. Je crois de mémoire qu'il s'appelle « L'importance de développer sa force en musculation », tout simplement. C'est le premier lien de toutes les liens et news à découvrir que j'ai mis là dans la description de l'épisode. Donc vous pouvez aller voir ça et cliquer, soit en fin d'épisode, soit maintenant, et puis vous reprendrez l'écoute après. Bref. Pour démarrer le podcast, je voulais traiter le sujet justement de ce côté impact du confinement sur l'alimentation, impact du confinement sur le surpoids également. Alors c'est sur Darwin Nutrition, site que je connais moyennement, donc je connais pas forcément la bonne, on va dire la bonne, je vais pas dire santé du site, mais on va dire est-ce que les infos sont bien vérifiées, etc. Je n'en sais rien, mais en fait là, pourquoi j'ai été récupérer cet article-là, parce qu'en fait c'est un sondage de l'IFOP qui a été repris pour Darwin Nutrition, et donc du coup ça donne quelques chiffres assez détaillés sur cette période de confinement. Donc j'ai noté plusieurs choses et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet après. Donc première chose, évacuons tout de suite, je cite, évacuons tout de suite le premier constat, non vous n'êtes pas seul, nous avons en majorité pris un peu de poids, donc 57% des sondés ont pris du poids, 2,5 kg en moyenne depuis le début du confinement, et les hommes un peu plus que les femmes. Le manque d'activité physique, le désœuvrement, l'anxiété générée par l'enfermement et le grignotage qui en découlent n'y sont pas étrangers. Mais le fait de grossir n'a-t-il pas aussi été engendré par la peur même de grossir, de mal faire, de rater son confinement ? On observe que les personnes au chômage, peu diplômées ou issues de catégories pauvres ont plus été touchées par cette prise de poids. Santé publique France mène actuellement une enquête qui démontre que le stress et la dépression lors de la quarantaine touchent beaucoup plus ces mêmes personnes.
Pendant le confinement, l'alimentation au sein des couples hétérosexuels est un vecteur de tension et d'augmentation des inégalités entre hommes et femmes. 42% des sondés révèlent que la répartition de la préparation des repas a été un sujet de tension au sein du couple et seulement 21% des hommes déclarent participer plus qu'avant à l'élaboration des repas. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu le sondage de mémoire, voir le rapport complet. J'ouvre en même temps que je vous parle. Donc, depuis la mise en place du confinement, donc le 17 mars 2020, avez-vous perdu du poids ? Oui pour 29%. Avez-vous pris du poids ? Oui pour 57%. Votre poids n'a strictement pas changé ? Oui pour 14%. Alors, les hommes ont répondu, réponse des hommes 56%, réponse des femmes 58%. Donc les femmes ont pris légèrement plus de poids visiblement, là si on regarde ces chiffres-là. Donc globalement 2,5 kg en plus durant le confinement. Mais ce qui est étrange, c'est que réponse des hommes 56%, proportion des personnes ayant pris du poids en fonction du sexe. Donc 56% des réponses des hommes et 58% des réponses des femmes. Ok. Et après, nombre moyen de kilos pris en fonction du sexe. Donc réponse des hommes 2,7 kilos et réponse des femmes 2,3 kilos. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu aussi ? Ah oui, sur l'histoire des préparations des repas. Alors ça, là je fais un petit parallèle là, avec moi, toutes les personnes que j'ai pu aider à droite à gauche. Évidemment, quand je fais des consultations avec des hommes célibataires, c'est normal, ils cuisinent. Ils cuisinent, pourquoi ? Parce que sinon, ils mangent pas. Donc du coup, ces personnes-là, on va dire qu'il y a une proportion d'hommes qui cuisinent, mais qui sont aujourd'hui célibataires. Et c'est vrai que c'est très fréquent que les hommes en couple que j'ai en consultation ne sont pas maîtres de la cuisine. C'est-à-dire, quand je dis maîtres, c'est pas eux qui préparent les repas, qui décident des repas, etc. Donc ils mangent qu'on leur prépare. Donc il y a quand même, oui, en couple, encore une fois, on voit des personnes comme ça. Mais alors, moi, j'avais déjà remarqué que c'est chez des personnes un petit peu plus âgées. C'est-à-dire que c'est au-delà de 30 ans. Ce phénomène-là se rencontre souvent, en tout cas chez les personnes que moi j'aide, mais en dessous, c'est plutôt kiff-kiff. C'est plutôt parfois ils cuisinent, etc. Et en fait, là, le sondage confirme plus ou moins ça, puisque là, par exemple, ils disent... pour rappel, alors qu'est-ce que c'est ? Là, c'était sur la question par rapport à... Le rapport est très long, hein. C'est pour ça que vous voyez que j'ai un peu des bugs. Il faut que je retrouve la partie intéressante. Voilà. Zoom sur le profil des Françaises principalement en charge de la préparation des repas durant le confinement. Donc en fait, on voit que finalement, ce chiffre vraiment très déséquilibré, c'est chez les personnes de 65 ans et plus. Qui est à hauteur de 85%, ce sont les femmes qui cuisinent. Ensuite, 50 à 64 ans, c'est 73%. Et en fait, plus on remonte dans les âges, donc plus on rajeunit, plus ce chiffre baisse. Donc 18-24 ans, c'est 56% des filles contre le reste en mecs. 25 à 34, 66, etc. Donc plus on vieillit, donc c'est pas plus on vieillit, parce que là, ça serait faire une projection dans l'avenir des futurs trentenaires, des futurs quinquagénaires, quadragénaires, etc., etc. Non, là, en fait, c'est sur un instant T. Donc aujourd'hui, les personnes de 50 à 64 ans, par exemple, c'est 73% des femmes qui cuisinent dans le foyer. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est comme ça, et mettez-vous un petit coup de pied au cul pour cuisiner, les mecs, je sais pas quoi vous dire de plus, surtout que c'est quand même une façon de prendre le contrôle sur votre tour de taille. Et, enfin, entre guillemets, pourquoi je dis ça ? Parce que si vous commencez à cuisiner, vous allez devenir un petit peu moins victime, on va dire, de l'alimentation, et vous allez être un petit peu plus conscient. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les hommes prennent plus de poids, donc ils prennent plus de poids, et les femmes prennent moins de poids, et pourtant, c'est les femmes qui cuisinent. Donc du coup, il y a quand même une inégalité, on va dire, physiologique, c'est-à-dire que les hommes prennent plus de poids à repas égal, puisqu'ils sont censés manger la même chose, préparée par la même personne. Et donc du coup, que ça soit un homme ou une femme qui cuisine,
l'homme prendra dans tous les cas un petit peu plus de poids si on prend que cette variable en fait en compte. Après, il y a des tas d'autres choses, l'appétit et tout ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une petite forme d'inégalité au niveau de la forme de prise de poids. Et certainement qu'il y avait aussi des données par rapport à les intentions des gens après le confinement. Alors, zoom sur le profil des Français envisageant de manger plus sain, plus équilibré après le 11 mai. Donc en fait, toujours pareil, plus l'âge avance, plus les gens décident de manger plus sain après. Au niveau du niveau d'études, donc là c'est pareil. Ah non, je dis une bêtise. Diplôme supérieur, etc. Donc disons que là, il y a plus le niveau d'études est bas, plus le chiffre est relativement élevé des personnes désirant manger plus sain et plus équilibré après le confinement. Alors ça veut peut-être dire que ça correspond exactement à ce que disaient plus haut les chiffres, c'est-à-dire que les personnes plus aisées, plus éduquées entre guillemets, recherchent moins à perdre du poids après le 11 mai, tout simplement parce qu'elles n'ont pas forcément pris de poids durant le confinement, elles ont conservé plus ou moins des bonnes habitudes de vie. En tout cas, je fais un peu le parallèle avec ça, c'est des intentions, c'est-à-dire les intentions des gens qui se disent, bon, après le 11 mai, vous savez, ce côté de projection qu'on peut avoir, un petit peu comme les bonnes résolutions du 1er janvier, on se projette toujours en se disant qu'on va faire le boulot à une date précise, et c'est toujours beaucoup plus simple que de le faire maintenant. Et pour moi, en fait, tous ces chiffres-là, ce sont que des chiffres qui donnent des intentions, mais qui seront en aucun cas des vrais passages à l'action. Donc voilà. Après, bon, il y a eu pas mal aussi de évolution du poids durant le confinement. Ceux qui ont pris du poids, 56% ont décidé de manger plus sain chez les hommes, 65% chez les femmes. Chez qui le poids n'a pas changé, et ben du coup il y a 38% des hommes qui décident de manger mieux et 64% des femmes. Et ceux qui ont perdu du poids, 45% veulent manger plus sainement et 52 chez les hommes et 52 chez les femmes veulent manger plus sainement. C'est ça qui est bizarre. Les gens ont perdu du poids. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je veux dire, c'est quand même étrange d'avoir des personnes qui ont perdu du poids ou qui sont restées en forme, qui ont envie quand même de manger plus sain et plus équilibré. Je pense que le côté manger plus sain et plus équilibré est toujours un objectif chez quasiment tout le monde, en fait. Qu'on perde du poids, qu'on maintienne son poids ou qu'on prenne du poids, on a toujours envie de faire mieux. Ce qui montre bien qu'il y a une grosse lacune sur les connaissances de ce qui est bien mangé. En fait, les gens disent parfois qu'ils mangent bien, mais au fond d'eux, ils pensent, ils sont pas convaincus de ça, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le sujet des tensions, bon, ça, on s'en fout. Au sujet du caractère équilibré de la nourriture à acheter. Ah non, c'est temps disputé, d'accord. Ils font beaucoup de trucs sur on s'en fout un peu, en fait, de ça. Nous, on veut savoir par rapport à la bouffe et tout. Dans le logement où vous êtes confiné, qui est en charge de l'élaboration des repas ? L'homme, 17% en 2017 et 15% en 2020, donc ça baisse. Autant l'homme que la femme, 24% en 2017 et 25% en 2020. Donc ça monte un petit peu, 50-50. Et la femme, 58% en 2017 contre 60% en 2020. D'accord, donc là ça augmente, ce qui correspond à la baisse de l'homme. Ce qui est, elles sont assez complexes à comprendre en fait. Ces rapports sont assez complexes à comprendre puisque comme il y a pas mal de, si nous on nous prend par exemple chez les sportifs, je pense que ces chiffres seraient vraiment pas du tout les mêmes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup, comme on voyait des chiffres vraiment qui sont à l'extrême, des 85% chez les 65 ans et plus, qui désorganisent un petit peu ces courbes-là.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Ah oui, la qualité des repas dans les foyers confinés, donc les pratiques alimentaires des Français confinés, taux de consommation hebdomadaire de certains aliments. Donc là, on rentre un petit peu plus dans la diète. Au cours des 15 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous consommé de la viande? 91%. On en consommé, des fruits 88, du poisson 70, des légumes secs, etc. 64, des produits bio 53. Alors les chiffres à chaque fois que je donne, c'est des pourcentages. Des suppléments vitaminiques et minéraux 22%. Éléments associés à la malbouffe, du chocolat 73%. Et moi, j'associe pas ça de la malbouffe. Le chocolat noir, le bien noir, pour moi, c'est pas de la malbouffe. À mon avis, je pense que il faut pas faire l'amalgame entre chocolat Kinder et chocolat noir bio, on va dire à plus de 75%. Donc 73% ont consommé du chocolat. Donc dans ce chiffre, il y a probablement du chocolat noir. Donc ça n'est pas de la malbouffe. Et ensuite, on peut pas le mettre au même niveau que la charcuterie, par exemple. C'est trop vague. La charcuterie, par défaut, toute la charcuterie est plus ou moins malsaine dans sa méthode de préparation, etc. Le chocolat, c'est pas le cas. Il faudrait enlever en fait ce chiffre du chocolat. Charcuterie 61%. On en mangé ces 15 derniers jours, des sucreries 48%, des frites et poulets frits, aliments frits 46%, des collations salées 45%, des boissons gazeuses 44%, des plats tout prêts 33%, des pizzas 30%, des pâtes à tartiner, exemple Nutella 25%. Au moins une fois par semaine. Donc finalement, ce chiffre ne donne pas... Moi, j'aurais dit... Alors, est-ce qu'ils le font ou pas? Moi, j'aurais mis plus d'une fois par semaine. J'aurais dit peut-être 5 fois par semaine ou plus, ou 5 fois par semaine ou moins. Parce qu'une fois par semaine, bon, bah, tu te fais plaisir une fois par semaine. Tu peux très bien avoir mangé de la pâte à tartiner, une pizza, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que si t'as tout, charcuterie, sucrerie, frites, chips, bretzel, nachos, boissons gazeuses, plat tout prêt, pizza, pâte à tartiner, si t'as tout, il y a moins d'une semaine, bon, on peut se dire que soit t'as fait un cheat meal de l'enfer, soit t'as mangé plusieurs fois des merdes dans la semaine, quoi. Mais en gros, se baser sur une seule fois par semaine, c'est pas valable à mon sens. Il aurait fallu mettre un chiffre un petit peu plus élevé, au moins 3 fois par semaine, je pense. Ça aurait été un petit peu plus parlant pour... parce que là-dedans, on peut avoir des gens qui ont très bien mangé, on va dire, sur les 21 gros repas de la semaine, c'est-à-dire petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, x 7, 21. Donc, on va dire sur les 21 gros repas de la semaine, s'il y en a eu un où il y a eu ces saloperies, bon, c'est pas grave. Par contre, si ça a été à tous les repas, c'est pour ça on mélangeait un petit peu tout. C'est pas très significatif, très parlant. Ah bah, on a un zoom sur le chocolat. Zoom sur le profil des Français en consommant quotidiennement du chocolat. 32% des cadres et professions intellectuelles supérieures sont dans cette situation. Pour rappel, la moyenne observée chez l'ensemble des Français se situe à 28%. Donc en fait, ceux qui consomment quotidiennement du chocolat, c'est les 65 ans et plus. Donc je fais partie de l'extrême haut, moi, même si j'ai pas 65% et plus, mais je consomme du chocolat noir au quotidien. Et en fait, plus on avance pareil dans les âges, donc plus on remonte le temps, plus on devient jeune, moins on mange de chocolat. Donc tout simplement. Donc ensuite, niveau de diplôme, ceux qui en mangent le plus, c'est diplôme supérieur. Ensuite, catégorie socio-professionnelle, ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures qui en mangent le plus. Catégorie aisée, ce sont ceux qui en mangent le plus également. On continue. Les Parisiens en mangent le plus. Les banlieues populaires en mangent pas mal. Taille du foyer confiné, ce sont les personnes à 2. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris taille du foyer confiné, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 et plus, chez les personnes en couple finalement, qui en mangent le plus, ou en coloc à 2 peut-être, on sait pas. Ou alors des parents isolés avec un enfant aussi, ça peut être le cas, j'imagine. Statut parental, vie seule, vie en couple sans enfant, vie en couple avec enfant, etc. Donc ceux qui en mangent le plus, ce sont vie seule et vie en couple sans enfant.
statut marital, célibataire, en couple, sous le même toit, dans des logements séparés. Donc ce sont en couple et sous le même toit qui en mangent le plus. Ancienneté de la relation, depuis plus de 20 ans qui en mangent le plus. Auto-évaluation de son physique, beau, belle, dans la moyenne, pas beau, pas belle. Ce sont les gens qui se jugent dans la moyenne qui consomment le plus. Indice de masse corporelle, maigre, normal, en surpoids ou obèse, ce sont les personnes maigres et normales par rapport à l'indice de masse corporelle, qui est l'IMC, qui mangent le plus de chocolat. Satisfaction à l'égard de son poids, satisfait, plutôt satisfait, pas du tout satisfait, ce sont les personnes satisfaites qui en consomment le plus. Dispute dans les tâches ménagères, je sais pas pourquoi ils nous mettent ça à chaque fois. Donc dispute sur les tâches ménagères régulièrement, parfois jamais, donc ce sont ceux qui ne se disputent jamais qui mangent le plus de chocolat. Fréquence de l'activité physique quotidienne pluri-hebdomadaire, hebdomadaire ou jamais, ce sont les personnes qui en font quotidiennement qui mangent le plus de chocolat noir. Enfin, chocolat noir, non, de chocolat. Il faut que j'arrête de dire noir parce que je fais un biais qui n'est pas réel puisque les gens peuvent très bien manger du Kinder. Donc, mais je suis relativement convaincu que les personnes qui font du sport quotidiennement, qui ne se disputent pas forcément, mais ça je vois pas pourquoi c'est là, qui sont satisfaits de leur poids, qui se jugent plutôt maigres ou normal, qui ont un revenu aisé, qui sont des professions cadres intellectuelles supérieures, machin chose, qui ont un niveau d'études plus élevé, etc., etc., et ben ces personnes-là, en général, font partie des personnes les moins à même de se retrouver en surpoids, pour diverses raisons, notamment parce qu'ils ont reçu ou décidé d'avoir une formation sur les bons réflexes de vie, etc. Et c'est un facteur, on sait, de forme physique. Et à l'inverse, les conditions, on va dire précaires, etc., sont à risque, ces personnes-là, d'être en surpoids. Donc probablement que le chocolat chez ces personnes-là, c'est du chocolat noir. Vous voyez à quel point je m'introduis dans ces données sur le chocolat, tout simplement parce que je suis un consommateur régulier. Voilà. Et alors je parle à ceux qui pourront se reconnaître dans mes propos. L'impact du confinement sur ses habitudes alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans ce dossier-là ? Depuis que vous êtes confiné, est-ce que vous, plus ou moins, ou autant qu'avant la mise en place du confinement, est-ce que vous consacrez du temps à la préparation des repas ? 42% plus qu'avant, 52% ni plus ni moins, et 6% moins qu'avant. Donc plus qu'avant, 42%, mais ça, c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que beaucoup de personnes, dont d'ailleurs j'avais une discussion il n'y a pas longtemps sur le sujet, une personne qui a été habituée à manger à l'extérieur, par exemple le midi à sa pause déjeuner, aujourd'hui elle peut plus. Enfin, elle pouvait plus parce qu'on est déconfiné, mais elle ne pouvait plus durant le confinement, donc forcément ce chiffre ne pouvait qu'augmenter puisqu'il fallait bien s'alimenter. Autre chose, toutes les livraisons à domicile de repas, même si elles ont été maintenues pour la plupart, ont été quand même un petit peu impactées par ce confinement. Donc du coup, il y a des personnes, elles ont dû se préparer à manger. Donc ce chiffre a augmenté aussi à cause ça n'a pas été une décision, un choix complètement arbitraire, etc. Ça a été un choix un peu forcé pour beaucoup de personnes de se préparer à manger, sinon ils mangeaient pas. Accorder de l'importance au caractère local de votre alimentation, bon, ça, je dis pas de miracle. Accorder de l'importance à l'origine des aliments, donc qu'est-ce qui peut nous intéresser là-dedans ? Vous faire vous-même des aliments maison, donc 29% plus qu'avant, 63% ni plus ni moins, 8% moins qu'avant. Oui, il y a eu un gros boom sur le pain, beaucoup de pains ont été fabriqués, donc les gens disent que beaucoup ont fait du pain, mais en fait c'est pas énormément, c'est 29% plus qu'avant. Accorder de l'importance à l'équilibre de votre alimentation, donc là on voit que 26% plus qu'avant, c'est pas énorme, ni plus ni moins, c'est 63%. Vous faire livrer des repas tout faits à votre domicile, donc là on voit, ça correspond à ce que je vous disais, 5% plus qu'avant, 74% ni plus ni moins, et moins qu'avant, 21%. Donc on voit que 21% des personnes qui se font livrer, qui ont arrêté, donc moins qu'avant, et donc du coup ça fait 42% en plus de consacrer le temps à la préparation des repas. Nature et quantité des aliments consommés, de faire des apéros avant les repas, 42% plus qu'avant. Il faut bien se réconforter avec quelque chose, il y en a qui ont un petit peu plus picolé et mangé les chips. Consommer du chocolat, 23% plus qu'avant.
de faire des gros repas 20% plus qu'avant, consommer des fruits surgelés 16% plus qu'avant, consommer des produits bio 16% de plus qu'avant, vous faire livrer des fruits et légumes à votre domicile 10% plus qu'avant. Bon, je vais m'arrêter sur ce terrain-là, à moins que je trouve quelque chose de significativement intéressant pour nous. Non, tout ça, ça nous intéresse pas. Ok, bon, voilà, c'était le petit point que je voulais vous faire sur cette partie-là. Si vous voulez lire l'intégralité du dossier, vous allez à l'adresse... alors, attendez que je retrouve. Vous allez à l'adresse que je retrouve, ça s'appelle sondage IFOP, donc IFOP, pour Darwin Nutrition, l'impact du confinement sur l'alimentation des Français. Voilà, donc vous retrouverez facilement, vous avez un lien pour voir l'infographie dans son ensemble. Allez, on continue avec les petits trucs que j'ai ressortis du tiroir. Alors, une petite start-up va vous faire aimer les champignons fonctionnels. Alors, je cite, de nombreuses études scientifiques reconnaissent ses bénéfices dans le traitement de maladies mentales, l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais aussi sa capacité à augmenter notre créativité, notre bien-être et notre connexion avec la nature. Cette substance utilisée dans de nombreuses cultures depuis des millénaires est très prometteuse d'un point de vue médical et la reconnaissance de son utilisation ne va cesser de grandir dans les prochaines décennies. Alors, en fait, je citerai pas parce que j'ai pas envie de faire de pub, mais il y a beaucoup, et je crois que aux États-Unis ils sont un petit peu plus précoces que nous sur ce sujet-là, mais il y a beaucoup de choses qui sortent par rapport aux champignons. Alors il y en a qui les mettaient dans des cafés, etc. Comme toujours, moi je veux juste vous alerter sur le côté promo marketing des nouveautés. Encore une fois, moi je pars jamais dans les extrêmes, c'est-à-dire que il faut toujours partir à la base que certainement les champignons ont apporté certaines solutions ou alors certains avantages dans certains domaines, mais que souvent le marketing se glisse là-dedans et veut vous faire croire que ça peut vous guérir de tous les maux du monde, etc. Donc faites attention aux extrêmes et surtout faites attention au fait que ça va s'intégrer massivement prochainement, certainement, dans les articles des sites un petit peu putaclic, etc., parce que ça fait vendre, parce que c'est nouveau, etc. Donc, sachez une chose, c'est que oui, il y a des avantages avec les champignons, qui sont, moi, d'après ce que j'ai pu lire, souvent au niveau de la sphère mentale. Après, est-ce que ça va pouvoir s'étendre à d'autres domaines ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, faites attention, parce qu'il va y avoir beaucoup d'articles sur le sujet. Et donc, beaucoup de supercheries et puis de fake news, etc. Donc c'est juste pour alerter. Là c'est les news en vrac, on va dire. Donc voilà. Alors coronavirus, un autre article, coronavirus, nutrition, confiné, les sportifs ont dû revoir leur alimentation. Alors je cite, il est intéressant d'augmenter les rations de légumes en général faibles chez les sportifs, pourtant riches en fibres et bénéfiques sur le rassasiement et la satiété, explique Lucas Jaron, diététicien nutritionniste spécialiste des activités physiques et sportives à Saint-Malo. Donc on voit bien ici que les sportifs de haut niveau, là d'après lui, consomment assez peu de fruits et légumes. Ce qui va un petit peu à l'encontre de l'image qu'on pourrait avoir, nous, du sportif de haut niveau qui mangerait beaucoup de légumes, etc. Donc c'est relativement intéressant de voir que chez les sportifs de haut niveau, ils vont certainement à l'essentiel, c'est-à-dire énergie, protéines, donc énergie, glucides, reconstruction, réparation et tout, donc protéines, peut-être quelques suppléments, mais bon, tout ce qui est légumes et fibres, ils y vont pas forcément. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Enfin, raison à ça, on va dire. La première étant que les sportifs, souvent, ont besoin... Alors, les sportifs qui tapent beaucoup de calories ont besoin de manger beaucoup de calories et de se gaver de fruits et légumes. Ça rassasie, certes, ça remplit le bide de fibres, ça apporte des minéraux, ça nourrit le microbiote, on est d'accord, mais par contre, ça coupe la faim et ils ont du mal à atteindre leur total calorique. Ça rejoint un petit peu les vieux podcasts que j'avais pu faire avec des crossfitters qui disaient qu'à un moment donné, t'étais obligé de taper dans la malbouffe parce que sinon t'arrivais pas à avoir tes besoins caloriques. Moi, je pense que quand on en arrive là, ça devient compliqué d'être dans le côté sain. C'est-à-dire que, encore une fois, je reprends mes exemples des extrêmes, le haut niveau est compliqué
de maintenir quelque chose de sain. Déjà au niveau sportif, le très haut niveau, c'est plus risqué. C'est en général, ce sont les blessures qui arrêtent les athlètes. Plus que la baisse des performances. La baisse des performances est souvent induite par des blessures, des douleurs, des maux, etc., plus que par une réduction des performances liées à l'âge, en fait. C'est souvent ce qu'on va dire aux gens. Ouais, jusqu'à 35 ans, t'as des belles années, puis après ça diminue. Enfin, dans certaines disciplines, c'est bien avant. Moi, je pense qu'en fait, c'est pas l'âge qui rentre en compte réellement, mais c'est plutôt la longueur, le laps de temps où tu as été sportif de haut niveau qui va faire que tu te seras exposé de plus en plus aux blessures accidentelles, plus aux blessures d'usure liées à l'entraînement, aux répétitions, etc. Donc du coup, les performances déclinent parce qu'il faut travailler avec des douleurs, etc. Donc ça, c'est un premier point, mais la nutrition, c'est pareil. Si la personne a passé des années à manger essentiellement des glucides, des protéines, enfin des aliments fortement caloriques et pauvres en micronutriments, il se peut qu'arrivé à un moment donné, le corps récupère de moins en moins bien. Et donc du coup, même si énergétiquement il a ce qu'il faut, on va dire que physiologiquement, au niveau de la récupération, au niveau du système nerveux, au niveau de tout un tas de choses, le corps fonctionne de moins en moins bien avec l'âge, et si on lui donne de moins en moins de micronutriments, ça pourra fonctionner de moins en moins bien. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant, qui est que les sportifs de haut niveau, s'ils n'arrivent pas à avoir leur ration de légumes, de fruits et tout, il faudrait vraiment réfléchir à une stratégie nutritionnelle pour avoir au moins des fibres et aussi des vitamines et micronutriments. Je continue une citation de l'article. En dépit du contexte exceptionnel et afin de conserver une sorte de continuité, l'accompagnement de la part d'un nutritionniste peut faire la différence, une pratique encore rare chez la plupart des athlètes de haut niveau. Donc c'est quand même rare que les hauts niveaux soient suivis, c'est intéressant. Ils sont accompagnés dans les grandes structures, dans les CREPS, les pôles espoirs, à l'INSEP, avec tout le personnel nécessaire. Mais pour les athlètes qui préparent de grandes compétitions internationales tout en travaillant à côté, c'est à leur libre arbitre. Ils n'ont pas forcément d'aide de leur fédération pour faire appel à quelqu'un. Donc là, si vous voulez un métier un petit peu d'avenir, cher nutritionniste qui est en plein diplôme, BTS, etc., essayez de vous spécialiser un petit peu dans la nutrition des sportifs de haut niveau qui ne sont pas des sportifs fortement médiatisés. Je parle pas des footballeurs, des rugbyman ou des nageurs, mais plus aller taper dans des disciplines sportives moins connues, et tout en essayant de comprendre, là j'apporte moi ma petite pierre à l'édifice, je vais vous prendre un cas concret. Le lanceur de marteau, par exemple, a un besoin corporel, un besoin de poids corporel particulier, donc sa nutrition ne devra pas être la même que, le sportif en escalade. En escalade, admettons, c'est un opposé. Pourquoi ? Parce que l'escalade... Alors, le lanceur de marteau doit avoir un centre de gravité qui est plutôt réparti au niveau du centre, donc c'est-à-dire au niveau du tronc. Pourquoi ? Parce que quand il lance le marteau, s'il a un fort poids sur les jambes ou un fort poids sur le haut du corps, ça va un petit peu déséquilibrer la course du lancer. Mieux vaut que ça soit plutôt un bon centre de gravité, un petit peu comme une bagnole. Si on veut qu'elle se comporte bien en courbe, il faut que les masses soient plutôt égales entre l'avant et l'arrière. C'est pour ça d'ailleurs que les Tesla sont assez bien de ce côté-là, parce que le surpoids est sous la bagnole au niveau des batteries, ce qui lui donne un centre de gravité plutôt neutre, et donc du coup quelque chose qui se comporte bien dans les courbes, etc. Là, pour le lanceur de marteau, ce serait un peu pareil. Donc la nutrition va devoir être adaptée pour ça. À l'inverse, celui qui fait de l'escalade, lui, doit avoir beaucoup de force, mais avoir un poids de corps faible. En fait, le but, c'est d'avoir le plus de force possible, tout en ayant un poids de corps qui ne monte pas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle développe trop sa masse musculaire, mais par contre, il faut qu'elle ait quand même de la force et de la résistance. Donc, l'approche nutritionnelle va être différente. Et je pense que là, ceux qui arriveront à faire la différence de plan nutritionnel entre deux athlètes je vais pas dire de l'avenir, mais ça pourrait être une casquette supplémentaire, en plus de papy et mamie qui veulent prendre du poids, qui prendront rendez-vous dans votre cabinet, ou des personnes qui voudront juste faire un petit régime. Ça pourrait être une casquette supplémentaire dans vos compétences, et ça, malheureusement, je vous le dis tout de suite, parce que je suis en plein dedans, ne cherchez pas une formation là-dessus.
Peut-être qu'il y en a, mais moi j'en ai jamais vu en tout cas sur des spécialités aussi fines que ce que je viens de vous décrire. Là, ça sera du terrain. Ça sera à vous de faire des propres recherches, de comprendre, d'appliquer. Enfin voilà, là, c'est un travail de recherche continue comme je fais depuis des années, en permanence à vous former pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que si vous êtes capable, et si vous allez être capable de faire la différence, et que vous n'êtes pas trop gourmand au niveau des tarifs, eh ben vous pourriez aider tous ces sportifs de haut niveau qui sont obligés de travailler encore à côté parce qu'ils n'ont pas des gros sponsors et les fédés sont pas hyper médiatisés, donc du coup il n'y a pas beaucoup de revenus. Donc vous pourrez peut-être permettre d'aider ces gens-là qui sont comme vous passionnés certainement par le sport et ont envie d'aller au maximum de leur capacité. Bon, je m'arrête sur ce sujet. Je passe à la suite qui était alors je fais un petit parallèle avec une citation d'un philosophe professeur. Alors qu'est-ce qu'il est exactement ? Parce que il faut que je puisse vous le définir clairement. Je pense que c'est important d'avoir une bonne définition de la personne. Donc il s'appelle Pierre-Henri Tavoyot ou Tavoyot, je sais pas comment on le nomme, est un philosophe français, maître de conférences en philosophie à l'université de Sorbonne Paris 4, président du collège de philosophie et co-directeur de la collection Nouveau Collège de la Philosophie chez Grasset. J'apprécie fortement ses réflexions. J'ai écouté 3 de ses cours. Il y a à peu près, pour pas dire de bêtises, à peu près 9 heures de cours sur 3 thèmes différents. J'ai trouvé ces cours très intéressants. Je n'ai pas écouté ses interventions sur France Inter ou sur toutes les chaînes un peu mainstream comme ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je déteste écouter ces choses-là tout simplement parce que l'intervenant est sans arrêt coupé et les questions sont en permanence orientées. En fait, j'ai du mal parce que, alors je cite pas France Inter ou une autre radio en particulier, je m'en fous parce que je les écoute pas. Mais quand je suis tombé comme ça de temps en temps sur des chaînes. Je me suis rendu compte que souvent, le journaliste veut amener l'intervenant quelque part. Et je trouve ça, à mon sens, inintéressant. En fait, je m'en fous de savoir où il veut l'amener. Moi, ce que je veux, c'est que l'intervenant parle de ce qu'il fait vibrer, de ce qu'il passionne, de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il a découvert. Et souvent, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on voit l'image d'un intervenant dans les grands médias publics, etc. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, le cœur de son travail est complètement à l'opposé de ce qu'on a voulu montrer de lui. Et j'ai vu une telle récurrence dans ce phénomène-là que ça m'a amené à arrêter d'écouter que ce soit la radio ou il y a que Arte parfois qui a des sujets je trouve intéressant, c'est pour ça que je les cite. Mais par exemple, le dernier sujet qu'ils ont fait sur la muscu, c'était intéressant d'avoir l'avis d'un historien de tout ça sur le développement musculaire, mais c'est un petit peu comme moi si on me demandait d'avoir un avis sur, je sais pas moi, sur l'art, sur, je sais pas moi, les ornithorynques et puis la construction de chapelles. J'ai peut-être un avis, mais en fait les spécialistes vont me dire ouais mais Coco, on s'en fout de ton avis en fait. Là c'était un peu la même chose quoi. C'était intéressant d'avoir leur avis, mais en même temps c'était pas réellement. On s'attendait à mieux quoi, surtout venant d'Arte. Donc Arte, petite leçon, je pense que faites appel à des intervenants. Qui ne sont pas sur le devant de la scène dans le monde, par exemple de la muscu ou quoi, plutôt des gens un petit peu inconnus. C'est là où il faut avoir un travail d'enquête. Le journaliste devrait normalement, je vais pas faire le travail du journaliste, mais devrait normalement aller chercher des personnes intéressantes qui ne sont pas connues pour justement les faire connaître. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, parce que des gens déjà connus, ça sert à rien, en fait. C'est juste surfer sur une personne qui fait déjà de l'audience et se dire, bon, vu qu'elle fait de l'audience, on en fait un reportage, donc il y aura automatiquement au moins les gens qui le suivent qui vont nous regarder. Non, enfin, moi, je pense que justement, moi, ce que j'ai envie quand je regarde un reportage, c'est qu'il m'apporte un truc que je savais pas. Donc, il faut que le journaliste aille déterrer, aille creuser dans un domaine que je maîtrise déjà et qui me trouve quelque chose que je n'avais jamais vu. Et là, ça devient intéressant, je trouve. Mais bon.
Mettez un like si vous voulez que j'aille travailler comme conseiller chez Arte pour les sujets liés à la muscu, etc. Bref, on continue justement par rapport à ce philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Excusez-moi si je ne prononce pas correctement, mais c'est comme ça, je ne sais pas comment on le prononce. Les métaphores de l'autorité, un cours particulier de Pierre-Henri Tavoyot. Alors là, c'est juste une petite citation que j'ai trouvée extrêmement intéressante. L'ambition, le but de la science, c'est de falsifier, non d'atteindre une quelconque vérité. La seule certitude en science porte sur le faux. L'ordre du savoir n'est en aucun cas l'ordre de la vérité. La science, ainsi, se trouve incapable de fonder l'autorité. Donc en fait, ce que je voudrais vous faire passer comme message avec ça, c'est que souvent, et notamment dans le monde de la nutrition et de la musculation, beaucoup s'appuient sur la science pour apporter la vérité. Que ça soit des bouquins, que ce soit pour démonter une argumentation ou autre, on va dire oui, mais la science dit que c'est comme ça. Mais en fait, non. Si on regarde bien, la science a plutôt tendance à dire l'inverse. En fait, la science a plutôt tendance à rendre faux quelque chose qu'on pense vrai. Et il donne un exemple dans son cours, à un moment donné, il dit « Est-ce qu'on peut dire que tous les signes sont blancs ?» Alors les gens pourraient dire que oui, mais la science dirait que non, parce qu'on ne peut pas savoir si tous les signes ont toujours été blancs, et on ne pourra jamais savoir si dans le futur les signes seront toujours blancs. Donc du coup, on ne peut pas... en fait, la science démontre plutôt le faux. Donc il n'y a pas de vérité. Et c'est ça qui est mal utilisé, je pense, notamment dans le monde de la musculation, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs et de personnes passionnées comme ça, d'autodidactes et tout, qui utilisent la science pour prouver la vérité de leurs propos, alors que finalement, c'est pas le cas. Normalement, la science, elle ne fait pas autorité dans le sens où elle vient souvent détruire une croyance. On peut aller plus loin sur les religions, sur tout un tas de phénomènes. Ça vient plutôt rendre faux certaines croyances qu'on pourrait avoir que rendre vraies. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais une discussion avec un ami et je lui disais, moi, la différence que je fais entre la science et la religion, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes se tournent vers la religion, c'est que la religion se répond à tes questions difficiles, là où la science pêche, en fait, elle n'y arrive pas. Une personne fortement anxieuse, etc., va chercher en premier lieu des réponses dans la science à son mal-être, ne trouvant aucune réponse, va se tourner vers la religion, parce que dans les textes de la religion, il va y avoir des réponses claires à des questions compliquées. Et donc du coup, la personne peut se sentir rassurée par rapport à ça, à une réponse à une question qu'elle se posait. La science n'y répondant pas, elle se tourne vers la religion. C'est ma définition personnelle, ça me concerne. Il faut savoir que moi je suis athée, hein, donc voilà, une personne religieuse aurait un point de vue différent et je l'invite justement à me le partager parce que ça m'intéresse toujours. Mais en tout cas, voilà mon petite transition que je voulais faire dans les divers sujets du podcast. Et d'ailleurs, mes podcasts, ils sont tellement variés dans les sujets que je pense que l'audience de plus en plus va commencer à me ressembler et va se constituer uniquement de personnes ouvertes d'esprit et fortement curieuses. Alors, sujet suivant, on passe sur un petit article de... J'en suis à combien de temps là ? Je sais pas si vous avez remarqué, mais mes podcasts, ils durent de plus en plus longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais ça commence à traîner un petit peu en longueur. Je sais qu'il y en a qui adorent. Moi, en tout cas, ça me plaît bien de parler avec vous longtemps. Je sais que j'en ai perdu la moitié, donc ça aussi, ça me dérange pas, parce que ça veut dire qu'ils sont peu courageux. Et puis, il y en a d'autres qui m'écoutent pendant leur promenade, pendant leur sport, pendant leur pause au boulot, j'en sais rien, mais... Vous pouvez écouter le podcast en plusieurs fois. Bon, comme j'aime dire, moi, c'est dégustez-le en fait en plusieurs petits chapitres. Même si moi je le chapitre pas volontairement, eh ben vous pouvez vous le déguster en plusieurs chapitres. Comme ça vous fait un petit peu durer le plaisir, étant donné qu'il y en a qu'un par semaine. Donc, article de Cerveau et Psycho, le meilleur somnifère, point d'interrogation, l'odeur du partenaire, point d'exclamation. Alors, les personnes ayant dormi avec un t-shirt imprégné de l'effluve de leur partenaire avaient un sommeil moins perturbé, plus profond et plus long que ceux ayant dormi avec un t-shirt placebo.
Les effets étaient du même ordre que ceux de la mélatonine, une molécule que l'on donne aux personnes ayant des difficultés à s'endormir ou pour combattre les effets du décalage horaire lors des vols long courriers en avion. Selon les auteurs, l'odeur est un vecteur de lien très puissant entre les personnes. Elle agit sur les structures profondes de notre cerveau jusqu'à moduler nos états de stress. Si vous devez passer un moment loin de l'élu de votre cœur, faites-vous envoyer de temps en temps un morceau d'étoffe qu'il ou elle a porté. Alors, là, sans tomber dans le fétichisme où vous allez garder le caleçon, les chaussettes ou la petite culotte de votre partenaire, c'est vrai que ça peut être intéressant si vous devez passer loin de la personne avec qui vous dormez actuellement du temps, de garder quelque chose à côté de vous, un vêtement et tout. Moi, je pense que voilà, c'est une solution plutôt low cost. Pour les hommes et pour les femmes, je pense que souvent, là, il y a beaucoup de femmes qui vont s'y reconnaître et beaucoup d'hommes qui vont dire pas besoin, moi, je sais vivre seul, pas de soucis et tout. Bon, moi, je peux vous garantir que, ayant fait beaucoup de consultations avec des hommes, beaucoup d'hommes ont des problèmes pour le sommeil aussi. C'est une solution gratuite et je pense qu'il doit y avoir un lien. Il faudrait faire des recherches dessus, mais il doit y avoir un lien aussi avec le doudou des enfants. Le doudou des enfants doit avoir ce côté avec l'odeur rassurante, et en fait ça crée un côté rassurant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le doudou il sent l'enfant, donc on arrive à s'auto-rassurer par sa propre odeur aussi, en tout cas quand on était enfant. Donc étant adulte, on a perdu cette chose-là, c'est bizarre. En tout cas, je pense que c'est peut-être une plus-value. Ou alors, est-ce que sur le doudou, il y aurait pas aussi l'odeur des parents? Parce que souvent, le doudou, il est un peu trimballé à droite à gauche, dans la poussette et tout, dans les mains des parents. Est-ce qu'il y aurait pas de ça aussi un petit peu? En tout cas, je trouve que c'est une solution low cost. Je l'avais déjà vu ailleurs, mais là, ça permet de faire une petite piqûre de rappel. Et j'adore Cerveau et Psycho, le magazine, j'y étais abonné, maintenant je suis plutôt sur le site. Je me réabonnerai peut-être au magazine pour les soutenir, parce que je pense que c'est un bon moyen pour que le magazine continue à vivre. Mais en tout cas, je pense que c'est un magazine qui ne voit pas trop d'impact au niveau de la baisse actuelle de la presse, parce que ils sont sur un domaine et un sujet, et notamment ils sont très intéressants. J'ai trouvé leur article, je leur fais de la pub parce que je les trouve vraiment très intéressants. Je les connais pas personnellement, mais je trouve vraiment leurs articles et leur contenu relativement intéressants. Voilà. Donc piquez la petite culotte de votre femme si elle se barre pendant longtemps et dormez avec, ça va vous aider à mieux dormir. Les études le montrent. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Les aliments ultra transformés pourraient faire vieillir plus vite. L'étude, alors c'est sur lanutrition.fr, donc l'étude étude de 886 participants âgés de 57 à 91 ans ont participé à l'étude. La longueur des télomères a été mesurée à partir d'échantillons de salive et les habitudes alimentaires, et notamment la consommation d'aliments ultra transformés. Des participants ont été évalués grâce à des questionnaires. Les résultats indiquent que la consommation la plus élevée d'aliments ultra transformés, au moins 3 portions par jour, multiplie par 2 le risque d'avoir des télomères courts et donc un âge cellulaire plus avancé. On ne peut cependant déduire un lien de cause à effet entre forte consommation d'aliments ultra transformés et raccourcissement des télomères sur la base de cette seule étude d'observation. Et ensuite, les personnes qui ont eu une consommation forte d'aliments ultra transformés ont aussi de fait des apports élevés en sel, en graisses saturées, en sucre et des apports insuffisants en fibres et micronutriments, calcium, potassium, magnésium, ce qui peut contribuer au raccourcissement des télomères. Donc, souvent, vous entendez dire « Ouais, non, mais ça n'a rien à voir, l'alimentation, le vieillissement, machin, perçu et tout. » Visiblement, si. Et les études montrent, comme on disait encore une fois, la science ne montre pas la vérité, mais a tendance plutôt à montrer ce qui est le côté faux, en fait, et plutôt à pointer du doigt les exceptions, etc. Et là, on voit comme ils disent que ça n'est pas, on ne peut pas déduire un lien de cause à effet.
Mais par contre, c'est relativement significatif pour d'autres raisons également que, quand on mange transformé, on mange plus salé, on mange plus sucré, en tout cas régulièrement, et plus de graisses saturées, des apports insuffisants en fibres, en micronutriments, etc. Donc, on voit bien que c'est pas forcément l'apport de malbouffe, mais le manque et le déséquilibre dans l'apport de nutriments et de micronutriments. Et j'imagine, et il faudrait faire le test, de donner que des aliments, entre guillemets, sains à une personne, mais complètement déséquilibrés dans les apports. Et à mon avis, je pense qu'il y aurait également des problématiques. Par exemple, on pourrait donner essentiellement à une personne des aliments bruts, mais fortement salés, donc naturellement salés, mais très salés, et en donner massivement, ou naturellement riche en graisses saturées, naturellement riche en sucre. Et je pense qu'on arriverait à des résultats pas aussi extrêmes que l'alimentation ultra transformée, parce que là, c'est vraiment dangereux, mais je veux dire, on arriverait aussi à une sous-optimisation de la nutrition avec ce genre de choses-là. Donc, il y a un règlement, on va dire, une approche physiologique à avoir avec l'alimentation. Pour moi, ça c'est ma déduction, l'alimentation ultra transformée nous pousse naturellement à être déséquilibrés. Et l'alimentation saine nous encourage à avoir plutôt un bon équilibre. Par contre, ça ne veut pas dire que, étant donné que vous avez choisi de manger paléo, vegan, méditerranéen ou autre, vous allez par défaut bien manger. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que à l'intérieur de vos habitudes alimentaires, qu'elles soient saines par le choix des aliments ou malsaines, il y a quand même quelque chose à faire, une forme de structure à avoir. Et je pense que cette structure, vous ne la trouverez jamais écrite nulle part, tout simplement parce que si vous êtes un travailleur sédentaire avec un peu de muscu, vous allez être différent d'une personne qui va être bûcheron et pas sportif, et encore un autre qui va être maçon et marathonien, encore un autre qui va être fortement stressé, ayant un métier sédentaire et ayant pas du tout de sport. Enfin, il y a tellement de cas de figure différents que vous ne pourrez jamais trouver une définition, du moins dans la science, qui va vous dire « Ok, c'est comme ça qu'il faut bien manger ». Non. La bonne façon de manger, comme je vous l'expliquais plus ou moins dans la grosse formation que j'avais fait, notamment sur la perte de graisse, elle est multifactorielle. Et il y a une dimension pour moi style de vie, mental, psychologie, une dimension dépense physique, donc liée à l'activité physique, au sport, et une partie nutrition. Et c'est quand on comprend clairement ces trois axes, qu'on arrive vraiment à s'identifier dans ces trois axes, qu'on peut avoir une approche alimentaire qui va être cohérente par rapport à nous-mêmes. Et de toute façon, vous avez le lien encore une fois dans la description de cet épisode. Et je vais m'arrêter ici pour l'épisode du jour. Je pense que j'aurai traité les sujets correctement. Encore une fois, si vous voulez suivre ce contenu sur la force que je vous propose, ce contenu sur la force, donc l'importance de développer sa force en musculation, où on va voir ensemble les raisons d'être fort, les moyens d'être fort, les conditions pour être fort, le sommeil n'est pas ce que vous croyez sur la force, les suppléments vraiment efficaces pour la force, la planification simple sur 5 semaines pour prendre de la force, pourquoi tout homme devrait développer sa force, et la force au régime, comment sauver les meubles, etc. etc. Donc voilà, il y a plein de petits sujets comme ça. La formation dure un petit peu plus longtemps qu'une vidéo YouTube, évidemment, même beaucoup plus longtemps, et c'est en lien en description. Vous avez également l'article qui est 100% gratuit par contre, que vous avez au même lien directement en description. Je vous laisse ici, à très bientôt, bon déconfinement à tous et restez prudents. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc.
mais également tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin le mardi. Bye bye.